Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette vidéo un petit peu particulière car elle va être consacrée aux extérieurs. C'est la saison, donc je vais vous faire un petit vlog consacré à mon jardin et à la façon dont je gère l'arrosage, le potager, les légumes, quels outils j'utilise, etc. Alors bien sûr, si vous préférez les copeaux et le bricolage, pas d'inquiétude, pas besoin de vous désabonner, n'ayez crainte, ça reviendra très rapidement. Mais vu que je vous partage quand même pas mal de petits segments de ma vie quotidienne, le jardin ça en fait partie. Il n'y a pas trop de fleurs, il y a quelques rosiers là qui se trouvent juste derrière moi, qui étaient là quand on est arrivé. Mais ce jardin il a surtout une vocation alimentaire. Donc c'est vrai que sur Instagram et Facebook, je vous avais fait des petites stories de temps en temps pour vous faire part de petits moments de mon jardin, de mon potager en vous proposant la réalisation d'un vlog et vous étiez nombreux à être emballés. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose ce format un petit peu particulier. C'est parti, je vous propose un petit menu qui n'est pas forcément très structuré mais je pense qu'il va se développer au fur et à mesure de cette visite car je vais vous emmener voir un petit peu comment ça se compose dans mon jardin. Donc on va parler outillage de jardin, on va parler arrosage, on va parler semis, on va parler organisation du potager, organisation aussi des lieux, compost, poules, etc., verger. Et puis conservation aussi de toutes les denrées qu'on récolte. Bon, comme d'habitude, dans le descriptif sous la vidéo, vous allez retrouver les liens de tout ce que je vais évoquer. Et puis j'espère en tout cas que ce petit format, qui restera tout à fait exceptionnel, va vous intéresser. Allez, première étape de la visite, les anciens toits à cochons. Et oui, alors il y en a un qui est consacré au rangement des jeux des enfants. Et puis dans les deux autres, eh bien, on a emménagé un petit endroit pour justement le stockage de tous les produits dédiés au jardin. Alors, ça sera bientôt rénové, parce que comme vous le voyez, c'est pas foufou la toiture. Donc, on a tout ce qui est outillage à main, essentiellement. Donc, vous voyez, quelques clous, une planche, et puis ça fait très bien le travail. Ça sert aussi de stockage pour la bétonnière. Et puis on a des tuyaux poreux dont on parlera plus tard. C'est des tuyaux qui nous servent pour l'irrigation quand vraiment il y a besoin. Une petite étagère bien en hauteur, loin des enfants, de tous les produits de traitement. Alors c'est pas forcément des trucs chimiques, hein. Il va y avoir de la bouillie bordelaise, des choses comme ça, de l'engrais pour le gazon. Et puis voilà, on va avoir tout un tas de produits, donc ça prend pas énormément de place. Mais voilà, c'est important quand même de les avoir. Alors il y a des choses dont on n'a pas encore eu l'usage. Vous voyez ça par exemple, c'est une toile. J'ai reçu trop tardivement, je voulais la mettre dans le jardin, mais c'est une toile qui permet d'éviter les mauvaises herbes et qui a un tuyau d'irrigation qui est intégré à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça sera certainement mis du coup l'année prochaine ou peut-être au pied de mes rosiers si j'ai le courage parce que vous voyez, les herbes folles prennent un petit peu de place. On passe sur le deuxième toit à cochon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le local où on va recevoir, enfin on va abriter plutôt, la scie à bûche. Vous avez peut-être déjà vu sur mes stories, on s'en sert pour notre boîte de chauffage et évidemment du coup la tondeuse. Donc mon homme a le grand mérite de faire la tonte juste avec cette tondeuse là. On a aussi un petit débroussailleur parce qu'il y a pas mal d'endroits qui sont pas très accessibles et où il faut aller plus en profondeur pour enlever pas mal d'orties. Vous voyez cet effet ce matin, on a beaucoup d'orties qui poussent parce que voilà, quand on est arrivé c'était pas entretenu, donc au fur et à mesure de l'arrachage elles disparaissent. Mais bon, c'est toujours dur d'en venir à bout. Donc ça c'est l'entrée du jardin. Donc le jardin il est séparé un petit peu, enfin la parcelle est séparée. Vous avez cette partie qui est plutôt potagère et puis vous avez un grand hangar et derrière vous avez un coin d'herbe avec au fond le verger. Donc vous voyez quand on est arrivé, ici c'était tout, enfin voilà, faut se dire qu'on voyait pas au bout là-bas. Donc on a un petit peu de fleurs, un petit seringa. Là j'ai essayé de mettre des groseilles, des cassis, etc. Mais bon ça tient pas très bien. Ici, on a une partie avec un kiwi auto-fertile, quelques framboisiers. Certains d'entre vous vont peut-être reconnaître les pieds de maintien que j'avais fait. Et puis ici, vous avez des anciens clapiers qu'on a reconvertis en petites serres. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est la base de notre jardin. Ici, avant, il y avait des tuiles. Et en fait, on a tout mis du polycarbonate, je pense que ça s'appelle. Et puis, vous voyez, à l'intérieur, du coup, ça nous fait des parties qui sont très spacieuses, à hauteur et qui chauffent. Et ces parties-là, elles sont occupées dès la fin février par nos semis. Soit je fais mes graines, soit j'en achète. Voilà, ça, celle-là, on ne les a pas utilisées, vous aurez bien compris. Mais du coup, ça fait un endroit qui chauffe et tous nos semis sont faits en extérieur et restent en extérieur. À nos débuts, on faisait nos semis dans la véranda ou dans le salon. Et puis, on était content parce que ça poussait vite. Sauf qu'après, quand on les mettait en extérieur, ils prenaient toujours un coup de froid. Ils n'étaient pas habitués au changement de température. Et au final, c'était pas très fructueux. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que dès la mi-février, je fais les semis et je les laisse en extérieur dans les serres. Et du coup, ils ont l'habitude du rythme chaud-froid, du rythme jour-nuit aussi.
Et ça, c'est super important. Alors dans ce jardin, il y a aussi un petit coin qui est dédié au jeu. Vous le voyez, petit bac à sable, petite maisonnette que j'ai construite dernièrement. Alors elle est plutôt sympa. Je vous avoue que je vais la renforcer à 2-3 endroits parce qu'elle n'est pas si solide que ça. Mais bon, c'est pas grave. Et puis il y a un petit coin avec portique, avec balançoire, toboggan. Voilà, parce que le jardin, il sert aussi à occuper les enfants. Petit coin séchage de vêtements. Voilà, ça peut paraître anecdotique. Mais voilà, à 4, c'est pas mal d'avoir pas mal de fils pour étendre tout ça. Et ça fait partie du jardin parce que voilà, le vent, ça permet d'éviter d'avoir un sèche-linge qui tourne. Donc voilà, c'est de l'anecdote, mais c'est quand même important pour nous. Sur ce mur là-bas, il y a des kiwis, il y a une vigne. Et puis ici, on entame le gros du potager. Alors ce potager-là, comme je vous l'ai dit, la plupart, c'est des choses qu'on a semées nous-mêmes et qu'on a repiquées. Pour les tomates, les courgettes, les concombres, etc., on fait nos semis nous-mêmes. L'année dernière, on a arraché tous les fraisiers qui étaient là depuis 5 ans et on les a remplacés par des nouveaux en intégrant cette toile ici, là. Parce qu'avant, on était envahi de mauvaises herbes, notamment ça. Alors moi, j'appelle ça de la vrillette, je ne connais pas le nom technique. Mais du coup, ça empêchait les fraises de profiter. Et on passait beaucoup de temps à les nettoyer. Et finalement, voilà, on avait de moins en moins de fruits. Donc vous voyez, là, on a mis une toile. C'est super pratique. Pareil, je vous mettrai un lien dans le descriptif si ça vous intéresse. Et maintenant, regardez-moi ça. On a des belles fraises. Celles-ci, en plus, elles ont été juste piquées il y a quelques mois. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça fonctionne très bien. Derrière, quelques radis, salades, oignons, ail. On a des carottes, des patates, des brocolis, des salades, des petits pois, haricots verts, une 50aine de pieds de tomates, des choux. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Mais c'est calculé en fonction de nos besoins. Vive le jardin. Comme je vous disais, en fait on a agrandi récemment le potager pour avoir plus de place, pour que les plants par exemple de tomates soient moins serrés entre eux. Parce que quand ils sont trop serrés, ils ont tendance à s'abîmer, à attraper des maladies. Ces tomates là, on les utilise toute l'année. C'est-à-dire que mi-août, moi je prends 2 semaines de congé juste pour faire des conserves. Parce que c'est pas le tout d'avoir un jardin. Il faut aussi penser à la façon dont on va utiliser ce que le jardin va nous offrir, à quel moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui font un jardin et qui s'en vont en vacances quand un jardin donne. C'est dommage d'avoir passé 3 ou 4 mois depuis le semis à entretenir le jardin quand finalement on n'est pas là pour récupérer les fruits et les légumes, quoi. Donc c'est vrai que moi par exemple, fin août, je passe du temps à faire des conserves, à mettre des trucs au congélateur, à faire des sauces, à faire des confitures, à faire plein de choses, à faire des plats cuisinés. Et du coup, même des tartes, c'est tout bête, mais un fond de tarte, des tomates dessus, on met ça tout cru au congélateur. Et quand on en a besoin le reste de l'année, on sort le plat à tarte qui est déjà tout prêt, on met au four et c'est réglé. Donc ça, c'est vraiment une préparation qui prend énormément de temps. Je vous emmènerai peut-être aussi dans le cellier, dans la cave, où il y a tous les bocaux vides qui sont entreposés. Vous allez voir que c'est monumental, parce que là on est au mois de mai, au moment où je tourne, mai-juin, et du coup il y a beaucoup de bocaux qui se sont fait manger. Mais à partir de juillet-août, tous ces bocaux-là, ils vont se remplir de sauces, de confitures, de plats, et donc ça va réalimenter toutes les étagères. Et voilà, c'est aussi en conséquence de ça, c'est-à-dire que nous on va pas partir en vacances quand on va voir toutes les tomates par exemple, vous voyez. Si on fait des tomates toute l'année, c'est pour en manger toute l'année, tout simplement. Ah mais j'ai oublié de vous parler de Robert le motoculteur. Robert, Honda F400, qui a probablement notre âge, fidèle motoculteur qui nous aide à retourner un petit peu la terre. Parce que voilà, ça permet d'avoir une terre plus aérée, notamment pour les carottes, qui ont toujours du mal à pousser chez nous. Allez, on poursuit la visite. Il y a un système d'arrosage qui a été mis en place. C'est une chose qu'on essaie de limiter le plus possible de notre côté. Voilà, ça reste, nous, c'est pas qu'on aime le stress hydrique pour les plantes, mais l'idée c'est de ne pas arroser tout le temps. Déjà, si vous avez besoin d'arroser, la première des choses à faire, ça va être de gratter votre sol. Et vous voyez, le peu qu'on gratte, on voit qu'en dessous c'est un petit peu foncé, donc la terre elle n'est pas si sèche que ça. Il faut vraiment apprendre à ne pas surarroser, il ne faut pas que ce soit du systématique, parce que c'est ça qui va amener des maladies dans votre jardin. Donc en ce qui nous concerne, on a essayé beaucoup de choses. On a essayé les arrosages oscillants, on a essayé les arrosages goutte à goutte, et en fait on en revient toujours aux tuyaux poreux, même s'il faut vraiment prendre soin de bien les laver en fin de saison, de bien les stocker, ne pas les laisser à l'extérieur, parce qu'avec les UV et la terre, en fait, ils se détériorent assez rapidement.
L'année dernière, on avait mis des gouttes à gouttes et en fait, c'est pas pratique parce que dès qu'on veut les déplacer pour les mettre sur une autre culture, et ben, les petits bouchons qui laissent passer l'eau ne sont plus au bon endroit. Ça a tendance vraiment à se boucher. Peut-être parce qu'on prend de l'eau d'une cuve, de l'eau de pluie, on ne sait pas. Mais en tout état de cause, on a décidé d'écarter ce système d'arrosage pour cette année et de revenir à des tuyaux pour eux. Donc on en a racheté des nouveaux. Et ma foi, c'est un système qui fonctionne très bien pour nous. Ici, vous voyez, on vient de faire 3 rangs d'haricots verts. On les arrose juste un petit peu au début pour les aider à lever. Et puis après, on les arrosera vraiment s'il y a des fortes chaleurs. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a même pas de tuyaux qui sont installés au pied des tomates. Pourtant, elles sont en place depuis peut-être la fin avril. Donc voilà, c'est un choix de notre part. On pourrait avoir des plants qui sont beaucoup plus en arrosant, mais on fait le choix d'un arrosage qui est plutôt raisonné. Je me trouve juste ici au niveau du compost, c'est un point important du jardin. Vous le voyez d'ailleurs, il est tout au fond du jardin. Pourquoi est-ce qu'il est à cet endroit-là? Eh bien pour les odeurs, pour éviter les odeurs, pour éviter voilà, les petites bêtes qui viennent se servir de temps en temps. Et puis surtout, c'est parce qu'il est juste à côté de nos poules. Et donc notre stratégie à la maison, eh ben, c'est d'éviter, quand c'est fermenticible, de mettre ça à la poubelle. Donc soit ça va au compost, ça va être par exemple les épluchures de pommes de terre, les choses comme ça, soit ça va aux poules, donc tout ce qui est coquilles d'œufs, tout ce qui est morceaux de pain, etc. Elles adorent. Donc comme ça, tout est au même endroit. Et quand on a besoin de se débarrasser des déchets alimentaires, eh bien on n'a pas grand chemin à faire. Alors avant de vous emmener aux poules, je voulais vous parler de ça. Ce sont des petits châssis qu'on a fabriqués. Vous voyez, tout simple, avec des petits tasseaux, de la bâche plastique, une petite chambre à air et un crochet pour fermer tout ça. Et en fait, ces petits châssis, ils nous aident au tout début, on met nos pieds de tomates en terre, eh bien, à en forcer quelques-uns. Forcer, ça veut dire en aider certains à pousser un petit peu plus vite. Et vous voyez, les 6 premiers, ils étaient sous châssis. Et je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais en termes de taille, on voit bien que ceux-là, ils ont bénéficié d'un petit coup de pouce, rien que par la chaleur. Alors, ils ont été mis en terre peut-être une semaine avant les autres, mais vous voyez, rien que le fait de les avoir mis sous châssis, ça les a aidés à se développer beaucoup plus vite. On a déjà des bouquets de fleurs. Donc pareil, on est, je vous le dis, on est fin mai. Et vous voyez, tous nos plants de tomates, ils ont des bouquets de fleurs. Ils ont aussi les feuilles bleues. C'est parce qu'on leur a mis un petit peu de bouillie bordelaise pour les protéger. Parce qu'on a eu beaucoup de semaines pluvieuses. Donc c'est pour les préserver au mieux. Et entre chaque plant de tomates, je ne sais pas si vous avez vu aussi, on a des œillets. Et ces œillets-là, qu'on pique, qu'on sème avec des graines qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que quand les fleurs sont fanées, en fait, on arrache le milieu de la fleur et ça donne plein de graines. Et ces œillets-là, ils vont avoir tendance à repousser certains insectes aussi qui vont pas forcément être les bienvenus dans le jardin. Petite astuce de maker, si vous voulez des étiquettes pour votre jardin assez originales, vous allez au rayon matériaux de votre grande surface de bricolage, vous achetez de l'ardoise qui est prévue pour les toits. Puis avec une petite carrelette, et ben vous découpez des petits carrés. Il suffit d'écrire après avec un crayon, un marqueur exprès, un marqueur de peinture. Un petit bout de branche de bois, vous le taillez au bout, vous plantez ça et vous avez des étiquettes super sympas pour vous mettre dans votre jardin qui se réutilisent d'année en année et en plus qui craignent pas l'eau. Donc voilà, super chouette. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu organisé. Vous voyez, c'est vraiment tout droit, tout droit, tout droit. C'est pas forcément nécessaire que ce soit le cas. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir toujours de l'espace entre les rangs pour limiter les bêtes, pour limiter les parasites et surtout pour faciliter les ramasses. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on n'a pas besoin de marcher sur nos plants de tomates quand on veut aller chercher quelques tomates. Allez, je vous emmène voir les poules et ensuite je vous emmène voir d'où je tire toute mon eau d'arrosage. Hey, salut les cocottes! Alors ça c'est mon coq. Je l'ai capturé à main nue. Si. Il s'était enfui du voisinage, personne ne l'a réclamé et en fait je l'ai attrapé. On lui a coupé les plumes et depuis il est très bien ici. On a régulièrement des poussins. Alors ces poules-là, elles nous permettent d'être largement suffisants en œufs. Au début on a commencé avec 5-6 poules et puis avec tous les poussins qui se sont rajoutés, on a beaucoup de pondeuses, au moins une dizaine. Donc on donne régulièrement des œufs aux gens. Et voilà, c'est aussi super intéressant d'avoir des poules parce que ça mange les déchets, ça fournit des œufs et du coup, voilà, on a tous les jours des œufs frais, quoi. Un peu plus, j'allais même oublier de vous dire qu'on utilise évidemment toutes les déjections des poules pour mettre dans le potager, pour enrichir le sol. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, d'habitude on essaie de mettre du crottin de cheval quand on en a, quand on arrive à en trouver chez des voisins. Mais les fientes de poules, ça marche aussi pas mal.
Allez, on poursuit la visite du jardin. Alors justement ici on est sous un noisetier. Et tous ces arbres là en fait, ils ont été, enfin tous les grands arbres ont été plantés avant qu'on arrive. Il faut savoir que quand on est arrivé ici, c'était un vieux corps de ferme qui n'avait plus vocation de ferme, mais qui avait encore ses installations. Par exemple le poulailler, vous voyez ici où on tient dedans à l'intérieur. Bah, quand on était ici, on ne le voyait même pas. Ici, il y avait des orties, des mauvaises herbes dans tous les sens. C'était un scandale. Mais vous voyez, si on veut, on a des clapiers, on a plein de choses. Et surtout, on a plein de pruniers. Parce que ici, dans le coin, on avait beaucoup de récoltes de prunes et de cerises à l'époque. Et donc, eh ben, on a des pruniers à gauche, à droite qui se baladent. Et donc là, ces prunes-là bah, nous servent aussi à en manger toute l'année. C'est-à-dire que moi, je fais des fruits au sirop, je fais des fruits au congélateur pour faire des crumbles, par exemple. Je fais des confitures, je fais des tartes que je mets au congélateur. Donc tous ces fruitiers-là, ils sont très importants. Ils sont très importants, mais ils ont tendance à quand même être pas mal vieux, pas mal abîmés. Et donc on a eu nécessité d'en remplacer certains, d'en abattre et d'en remplacer. Mais vous voyez, des fois on a beau acheter des arbres neufs chez les pépiniéristes, et ben ça fonctionne pas toujours. Donc voilà, c'est beaucoup d'échecs, peu de réussite le jardin. Vous voyez, celui-ci aussi, il n'a pas survécu. Mais il y en a qui fonctionnent. Vous voyez ici, celui-ci, c'est un abricotier. Les feuilles se sont mises à tomber l'année dernière. Toutes les branches sont mortes et en fait, il est reparti à la base. Donc, eh bien, on va lui laisser une petite chance. Ici, le gros cerisier, qui est magnifique. Un petit peu de vigne nouvelle parce que notre vigne actuelle, bah, elle est très très vieille. Et après, quelques pommiers et poiriers qu'on a décidé de tailler en forme ramassable, j'allais dire. Parce que les pommiers qui sont à 6 mètres de haut, c'est pas pratique pour la ramasse. Alors vous voyez, on a mis des piquets, on a mis des fils de fer. Je connais plus le nom de la taille, je vous chercherai ça. Mais voilà, ça va commencer à être les années où on va pouvoir commencer à avoir des vrais fruits. Parce que les fruitiers, c'est pareil, il faut faire preuve de patience. Mais on a toujours des petits problèmes de parasites, d'insectes, de maladies. Surtout de pucerons, à vrai dire. On a essayé pas mal de choses. Le savon noir, des produits spécifiques, mais bon, c'est rarement très concluant. Allez, je vous emmène dans cette petite cabane au fond du jardin, comme dirait Francis Cabrel, pour vous faire voir d'où on tire l'eau qui nous sert à arroser le jardin, parce que c'est quand même un point important. On a toujours évité d'utiliser l'eau potable finalement. Et donc nous, notre solution, eh bien, ça a été d'utiliser la citerne qui est sous mes pieds, qui fait 30 000 litres d'eau, qui était déjà là quand on est arrivé. Donc vous voyez, il y a une grosse plaque, un gros regard. Et du coup, on a une pompe. Celle-ci, c'est une pompe Heinel qui est automatique. C'est-à-dire que quand je tire l'eau, elle se déclenche automatiquement. Je n'ai pas besoin de venir la brancher à chaque fois. Et elle est aussi programmable. Mais je vais vous en reparler. J'ai acheté un petit programmateur parce que c'est vrai que c'est pas forcément pratique de venir ici. Pour la programmer, etc. C'est pas très lisible, c'est ras le sol. Mais en tout cas, c'est super efficace comme type de pompe. Vous voyez, il y a un tuyau qui aspire. Au fond, il y a une petite crépine. Donc ça filtre les saletés. Et quand on tire, eh bien, la machine elle va renvoyer dans le tuyau toute l'eau dont on a besoin. Et elle ne tournera que quand on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Évidemment, l'hiver, bah, il faut la débrancher, il faut la vider. Parce que sinon, ça risque d'éclater. Donc vous voyez, ce tuyau-là, il longe le bâtiment. Et on va le retrouver dans le potager. Je vais vous faire voir où il arrive. Le fameux débroussailleur de ce matin avec les outils de protection. Hop. Donc le tuyau dont on a vu tout à l'heure qu'il partait, eh bien il arrive en bas de ce mur. Et en fait on a mis cette pompe là mais qui est totalement factice. Et vous voyez, j'ai fait une arrivée d'eau avec un Y en bas avec des petites vannes. Il y a un Y qui va au tuyau d'arrosage et un autre Y qui va sur cette pompe, ce qui fait que quand on a besoin de remplir un arrosoir, on le pose ici, on ouvre la petite vanne et ça descend. Donc juste pour vous faire voir, on a installé, j'ai installé tout à l'heure ce dérouleur là qui fait 35 mètres. Et 35 mètres, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à mes poules pour arroser les poules, non pas pour arroser les poules, pour leur donner à boire, pour arroser le jardin. Et ça c'est vraiment parfait, d'autant plus que quand on en a terminé, on tire un petit coup, décidément je parle n'importe comment. Et du coup quand on en a terminé, on tire un petit coup et ça se rembobine automatiquement. Ce qui fait que c'est pas comme ces enrouleurs là, où on est obligé de faire façon moulinet canne à pêche, de rembobiner dès qu'on veut passer la tondeuse ou des broussailleurs ou quoi que ce soit. Donc c'est un confort, évidemment c'est un coût,
mais c'est tous les ans où on essaie de rénover un petit peu, de changer, de moderniser le jardin. Parce que la priorité jusque-là, c'était les travaux. Mais au fur et à mesure, eh bien, on améliore tout ce qui est aussi extérieur. Vous voyez, ce pistolet d'arrosage, par exemple, eh ben, c'est un confort parce que jusque-là, on avait juste le petit embout normal d'arrosage. Que là, on peut régler si on veut un jet, si on veut une douche, si on veut fort, si on veut moyen. C'est vraiment très confortable. Et donc, je vous en parlais aussi tout à l'heure, niveau programmation. Pour l'instant, il n'est pas encore installé, mais je voulais vous le faire voir. On a ce type de programmateur qui nous permettra, si on part 3-4 jours et qui fait vraiment des grosses températures, eh bien de programmer par exemple tous les soirs une petite demi-heure d'arrosage et ça enverra l'eau vers tous les tuyaux poreux qu'on aura déjà préinstallés dans le jardin. Donc ça fait partie du confort du jardin et c'est ça qui fait qu'on aura des récoltes qui seront assez intéressantes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, quand on fait des récoltes, après il faut utiliser, il faut conserver. Donc c'est parti, direction la cave, direction la forteresse de la conserve. Je vous emmène pour vous faire voir les coulisses de notre garde-à-manger. Voici l'ancienne étable où on a refait le plancher là-haut d'ailleurs. Il y a une vidéo à venir, restez connectés. Et puis la forteresse du bocal. Donc vous le voyez, organisation scientifique du bocal en fonction de la contenance, etc. Alors des bocaux de grand-mère, il y en a beaucoup sur les petites annonces, sur les brocantes. C'est des affaires, ça s'abîme pas, c'est impeccable. On récupère aussi tout ce qui est bocaux du marché. Au bout d'un moment, on est obligé de les jeter parce que voilà, ça prend beaucoup de place. Vous voyez, les gros bocaux, ça va être de la sauce tomate, ça va être de la compote. Les petits bocaux, ça va être de la confiture. Et puis après, on va stocker évidemment en fonction. Alors là, vous voyez, on est vraiment en fin de saison. Donc les confitures, fruits rouges, de prunes, de poires, etc. On va avoir des compotes en bas, on va avoir des fruits au sirop, etc. Donc tout ça, c'est super important parce que ça nous nourrit toute l'année. Vous voyez ici, on va avoir des poireaux, on va avoir des betteraves, on va avoir des sauces tomates. Le bruit, c'est mon homme qui redémarre sa mobilette. Hein. Faut pas lui en vouloir. Il redevient ado. On va avoir des pâtés, on va avoir des asperges. Bref, on va avoir beaucoup de fruits et de légumes, notamment sous forme de bocaux. Mais aussi, on va en avoir. Ici, c'est les haricots verts et c'est la fin de l'année, vous le voyez. Après, on va aussi avoir beaucoup de fruits et de légumes qui vont être congelés, vous voyez. Petits pois du jardin, tomates, mûres, courgettes, prunes. Et donc, on va en manger toute l'année sous différentes formes. Mais c'est vraiment important d'être là pour les récupérer, pour les conserver. Et puis, du coup, de savoir comment les conserver. Mais bon, c'est en faisant des expériences, c'est en réussissant qu'on a des réussites et aussi des échecs. Bon, vous voyez, par exemple, ces compotes-là, c'est quelques échecs. Je ne les ai pas assez pasteurisées et du coup, elles ne sont pas très bonnes à consommer. Vous savez tout maintenant, que ce soit sous forme congelée, sous forme en bocal, etc. Et ben voilà, on en mange toute l'année. Bonjour mon chéri. Il a refait de la mobilette. Il redevient jeune. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura intéressé, parce que c'est vrai que le bricolage c'est bien, mais l'alimentation c'est pas mal aussi. Et quand on a un jardin, il faut prendre du temps pour s'en occuper. Je dois admettre que mon homme, il passe plus de temps que moi, quand bien même c'est moi qui m'occupe des semis. Chacun sa part du travail, un peu comme les travaux finalement. En attendant les prochaines vidéos qui auront certainement plus de copeaux et de bricolage, je vous dis à très bientôt sur Copeaux & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux et de dodo dans les pâquerettes. Ah, c'est bien mérité.